mon adjudant, messieurs les légionnaires, parce qu'il y en a 3 pour l'instant, monsieur le président de la FNACA, madame la présidente de l'association pour le souvenir des fusillés de la Braconne, messieurs les porte-drapeaux, cette année il y a même des jeunes, je tiens à excuser, j'excuserai pas grand monde, mais je tiens à excuser quand même Jojo Renan, qui aurait aimé être parmi nous, mais qui est trop fatigué, monsieur le maire honoraire, mes chers collègues élus, les jeunes élus du conseil de jeunes de Brie, la famille de Jacques, nombreuse aujourd'hui, tes amis Jacques, nombreux aussi, dont certains sont excusés. Mesdames, messieurs, chers amis, bonjour. Nous vous remercions beaucoup de votre présence aujourd'hui pour un moment important et exceptionnel. Après la remise de cette médaille du combattant, proposée par le comité FNACA de Brie, nous sommes réunis autour de Jacques pour la délivrance de la Légion d'honneur, la plus haute décoration honorifique française, instituée en 1802 par Napoléon Bonaparte. La Légion d'honneur récompense depuis ses origines les personnes ayant rendu des mérites éminents, militaires comme civils, à la nation. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de la remettre à une personne que nous estimons beaucoup sur notre commune. Mon cher Jacques, nous sommes nombreux à tes côtés pour cet instant très important et ce moment qui t'a permis aussi de rassembler ta famille, dont certains ne se sont pas vus depuis plus d'une quarantaine d'années. La Légion d'honneur est donc accordée et attribuée par l'État à des personnes qui ont servi l'intérêt général, qui ont eu une activité professionnelle assortie de mérites éminents et qui ont servi l'armée française en période de paix ou de guerre. Même si cette distinction est très importante et très rare, ce moment est donc un moment extrêmement sérieux, mais c'est aussi un moment de fête, d'autant plus en ce jour de 14 juillet. C'est pour cette raison que je commencerai par une petite taquinerie, comme Jacques aurait pu le faire. Et je me permets donc de lui dire, mais au fait, cette distinction est-elle bien méritée? En tous les cas, elle a été proposée par le président de notre comité local de la FNACA, Claude Lapouge, et avec son épouse Annie, ils ont constitué un dossier qui a été appuyé par plusieurs personnalités. Cette proposition a été examinée, a fait l'objet d'une enquête très rigoureuse, puis elle a été acceptée et officialisée par un décret du président de la République. Mon cher Claude Lapouge, président de la FNACA, tu as eu une excellente idée. Nous sommes toutes et tous convaincus ici aujourd'hui des mérites de Jacques, et pour vous en convaincre un peu plus, je vais vous décrire sa vie. J'ai écrit son histoire en fonction de ce qu'il m'a raconté. J'espère que je vais être le plus fidèle possible. Jacques est né le 13 mars 1928 à Paris, dans le 14e. À 18 mois, déjà, il commence à se faire remarquer. Non pas encore par ses mérites, mais par sa beauté de bébé. La société Cadom, usine de savons et de produits de beauté, qui utilisait les stars, comme par exemple Mistinguett, Gabrielle Robin, Huguette Duflo, pour faire sa promotion, organisait aussi un concours des plus beaux bébés. Les copines de la maman de Jacques, qui trouvaient que c'était un très beau bébé, l'incitaient à envoyer pour participer à ce concours. Je vais leur envoyer une photo. Déjà très jeune, Jacques plaisait aux femmes. Sa maman a fini par accepter, elle a donc envoyé une photo. Elle est alors convoquée, car la candidature de Jacques est retenue. Le concours comporte plusieurs catégories. La catégorie des jumeaux, la catégorie de ceux qui ont le régime allaitement maternel, ou bien ceux qui sont allaités au biberon, ou ceux qui ont un allaitement mixte. Et c'est dans cette catégorie que Jacques, dès son plus jeune âge, est déjà honoré et aussi déjà une star. À partir de ses 18 mois, fort de cette première distinction, mais aussi parce que ses parents ne pouvaient pas suffisamment s'occuper de lui, Jacques passe ensuite son enfance chez ses grands-parents à Affieux, en Corrèze. C'était l'époque où on allait à l'école en sabots de bois. À l'âge de 8 ans, il revient chez ses parents à Paris. Il va à l'école des Épinettes dans le 17e. L'instituteur lui fait prendre une carte d'adhésion au bureau des amis du muséum pour avoir des entrées gratuites au musée. Et Jacques, avec son frère Jean, ici présent, ils en ont bien profité tous les deux. Ils ont visité beaucoup de musées, d'où son goût prononcé encore aujourd'hui pour l'art, la culture et les expositions, comme à Brie où il est toujours présent. Mais en septembre 1939, la guerre est déclarée entre l'Allemagne et la France, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Alors que Jacques a 12 ans,
les Allemands rentrent dans Paris. Cette occupation allemande se caractérise par la pénurie, la dictature de l'occupant et les rafles de juifs comme celle du Veldiv. Les années noires commencent avec l'ordre nouveau du maréchal Pétain qui prône le retour à la terre, et c'est ainsi que les jeunes étaient envoyés dans les fermes pour suppléer le travail des hommes partis à la guerre. Heureusement, Jacques aime le travail de la terre et il espérait revenir dans la ferme de ses grands-parents, à Affieux, en Corrèze. Mais d'une part, ça ne se passait pas du tout comme ça, et d'autre part, son père disait que pour apprendre le travail de la terre, il ne fallait pas aller chez ses grands-parents. Après de nombreux examens médicaux, il est envoyé dans une ferme en Charente et ce sera à 12 ans et demi son premier contact avec notre département. Il arrive en gare d'Angoulême tout seul, avec sa petite valise. Il se rend au Champ de Mars, où dans un baraquement, on lui délivre un ticket pour se rendre à la gare de Jarnac. À Jarnac, il est attendu par le fils de son futur patron, un certain Jacques Lafontaine, qui a créé la célèbre agence immobilière Angoulême. Dans une carriole, tirée par un cheval, les voilà partis à la ferme Le Maine Blanc, à Luchac-Chassor. Jacques n'est pas seul, il se retrouve avec Albert, un autre jeune Parisien. Sa famille d'accueil est très catholique, et Jacques partage souvent les repas avec des curés, qui ne l'ont sans doute pas convaincu car Jacques est athée. Pour Jacques, ni Dieu ni maître, c'est comme en politique, il n'est ni encarté ni militant d'un parti, il y a des bons et des mauvais partout, dit-il. Sauf en 1946 quand même, où il a pris une carte à la CGT, mais quand il a vu comment ça se passait au bout d'un an, il a stoppé. Donc dans cette ferme, très jeune, à 12 ans et demi, Jacques a beaucoup travaillé. Il se levait tôt le matin, à 5 heures, pour laver les chevaux. Son patron était très dur, mais il a beaucoup appris avec lui dans le travail de la vigne, de la terre et dans le domaine des animaux de la ferme. Un an après, à 13 ans et demi, Jacques remonte à Paris et il entre en apprentissage chez Langpin, une entreprise de soudure électrique. Il n'a qu'un seul diplôme, un CAP de tourneur. Son père, qui était forgeron chez Citroën, est déporté STO, ce service de travail obligatoire imposé par l'Allemagne nazie. Il vit donc à Paris avec sa mère et son frère. À cette époque, Jacques a une passion pour le sport. À 13 ans, il fait beaucoup de natation avec son frère au club des Ours Blancs dans la piscine de la Gentière dans le 17e. Il a fait également de la lutte gréco-romaine. Ensuite, son frère repart en Corrèze, chez les grands-parents. Lui, il reste à Paris. Paris est toujours sous l'occupation allemande. Alors, entre son apprentissage et le sport, Jacques fait des petites missions pour soutenir la résistance et participer à de petits sabotages jusqu'au 25 août 1944, jour de la libération de Paris, qui met un terme à 4 années d'occupation de la capitale française. Les Allemands sont repoussés par les Américains et la 2e division blindée commandée par le général Leclerc. Alors que les forces alliées continuent de repousser les forces allemandes vers l'Est, il faut réorganiser la vie dans la ville de Paris. Dans cette attente, certains habitants, dont Jacques, sont parqués pendant 2 mois au Mont Valérien, cette colline et cette forteresse où plus d'1 millier d'otages et de résistants furent exécutés entre 1941 et 1944. Jacques se souvient encore de la petite chapelle et de la carrière où les gens étaient fusillés et il a été marqué par les odeurs et les messages gravés sur les murs qui sont marqués à jamais dans sa mémoire. 2 mois après, en octobre 1944, il était possible de s'engager. Et avec 80 de ses camarades, il va rejoindre Rhin et Danube, à Saint-Lin-les-Bains dans le Jura, cette première armée française placée sous les ordres du général Delatte de Tassigny et assignée à la libération du territoire français. Alors que l'unité des commandos d'Afrique stationne à Marseille, Jacques va faire partie des forces françaises et après une période d'entraînement, et comme il le dit, on était bien formés, car ce n'étaient pas des rigolos les commandos d'Afrique. Il va participer à la libération de Belfort et des alentours. Ensuite, après une petite accalmie, survient la bataille des Ardennes, qui a commencé le 16 décembre 1944, par une attaque surprise des Allemands qui rattaquaient de partout, et c'était d'une extrême violence. Jacques est blessé le 17 janvier par une balle qui a traversé son casque, et un morceau du casque est venu se loger dans son épaule droite. Comme il dit, ça aurait pu être plus grave, et cette blessure lui a valu 15 jours d'hospitalisation à Val-de-Grâce. Soigné, il revient faire la guerre, pour repousser l'ennemi, avec la traversée du Rhin, puis la Forêt Noire, jusqu'au lac de Constance. Pour l'anecdote, il est encore blessé, mais cette fois-ci par accident, avec un copain qui a dégoupillé une grenade.
Comme vous le savez tous, le 8 mai 1945 sonne la victoire des Alliés, la capitulation de l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale. À 17 ans, il revient travailler dans la mécanique, un domaine qu'il affectionne et où il s'est perfectionné. Il a pris des cours du soir aux Arts et Métiers de Paris à l'école aéronautique de Levallois. Pendant une vingtaine d'années, il a eu une vingtaine d'employeurs et il aura passé 14 ans dans la société ERC qui fabriquait d'outillage de presse où il a été chef d'atelier mécanique. Toujours passionné de sport, il reforme un club de lutte et de poids haltères à Levallois. À 18 ans, il a rencontré sa femme. Un camarade de guerre avait une copine qui lui a fait tout simplement connaître sa sœur. Il a vécu 10 ans à Paris avec sa femme, il s'est marié le 12 juillet 1957 dans le 17e. À l'occasion de ce mariage, le maire lui parle d'ailleurs de la libération de Paris. Sa femme était infirmière à l'hôpital Foch. Sa grande passion, en plus du sport, c'était les randonnées. Que dis-je? Les grandes randonnées. Avec un groupe de copains et copines, il a parcouru un bon nombre de sentiers de la forêt de Fontainebleau, avec pour seul matériel un sac à dos et un duvet. Il a également fait de nombreuses randonnées et de l'escalade dans les Alpes. Après ces 2 décennies passées à Paris, entre la vie familiale, son travail et le sport, à 40 ans, il décide de s'exiler dans l'Yonne, à Neuvy-Sautour, où pendant 10 ans, il tiendra une épicerie où on trouvait de tout, comme celle qu'avait Ginette Soulard à Brie. Il faisait également des tournées avec un très beau camion dont il avait l'air d'être très fier. Lorsqu'il a 50 ans, sa femme est fatiguée car elle a des problèmes de santé. C'est alors qu'un ami qui a une société de mécanique de précision à Paris veut transférer son entreprise en Charente, à Nersac. Cet ami lui propose de venir travailler chez lui, donc à Nersac. Jacques accepte. Il débarque donc pour la seconde fois en Charente, 38 ans après, et avec son épouse, ils habitent à Sillac et essayent de vendre son épicerie dans l'Yonne. Le travail avec son ami n'aura duré que 6 mois. Et oui, Jacques était devenu patron dans son épicerie, et il avait perdu l'habitude d'être commandé. Une fois l'épicerie vendue, il reprend le bar-tabac rue Saint-Roch-Angoulême, en face de la prison, pendant 6 ans. Un jour, dit-il, un pèlerin est venu me l'acheter, il l'a donc vendu. Avec un groupe de commerçants, il monte une armurerie. Pour celles et ceux qui se souviennent, c'était l'armurerie centrale au Champ de Mars, et ce pendant 2 ans. Et enfin, il est bien temps pour Jacques de prendre une retraite bien méritée. En 1986, il achète une maison à Tartassonne, à Brie. C'est là que Jacques est toujours aussi taquin et qu'il me dit qu'il est tombé dans une équipe de bras cassés, mais qui sont finalement serviables. Finalement, il avoue qu'il est très bien tombé à Brie. Sa femme décède le 18 août 1994 à l'âge de 73 ans. À Brie, Jacques a commencé à s'engager à la bibliothèque et au club photo de Brie Loisirs et Culture. Aujourd'hui, Jacques se souvient de toute son histoire, celle que je viens de vous décrire, et il se souvient aussi de la remise du diplôme d'honneur aux combattants pour l'armée française 39-45 que Guy Branchu, mon prédécesseur, avait remis à 8 anciens combattants, dont lui, le samedi 19 juin 2010. Je cite ses camarades Briot, Maurice Barbe, André Brebion, Régis Simonet, Maxime Imbeau, Éloi Marchand, Joseph Testagrossa, Albert Le Guerne. Aujourd'hui, il est le seul survivant, mais mon cher Jacques, je te rappelle que tu devais être le plus jeune. Vous voyez que Jacques a eu une vie bien remplie. Une vie où il a travaillé très jeune, où il a fait plusieurs métiers, de l'agriculture, de la mécanique, de l'épicerie, il a tenu un bar-tabac et une armurerie. Une vie où il a résisté et combattu pour la France, là aussi encore très jeune. Une vie où il a fait du sport et a eu des passions partagées avec des amis. Une vie pleine d'amour avec sa femme, qu'il a quittée trop tôt. Aujourd'hui, Jacques semble heureux chez nous à Brie, et avoue que dans cette vie bien remplie, il n'a que 2 regrets. Le premier, c'est qu'il n'a jamais été riche. Mais là, mon cher Jacques, comme tu le sais, l'argent ne fait pas le bonheur. Tu n'as donc rien à regretter de ce côté-là. Et le second regret, c'est qu'il n'a pas eu d'enfant. Mais aujourd'hui, Jacques, je voulais que tu saches que nous sommes toutes et tous un peu tes frères et sœurs, tes enfants et petits-enfants, enfin toutes et tous tes amis. En tous les cas, même si on aime bien évidemment toutes et tous nos parents et grands-parents. Moi, mais comme beaucoup d'autres ici, nous aurions aimé avoir un papa ou un papy qui te ressemble. J'aurais pas été gâté, il dit. Ceci dit, on le voit peut-être ainsi parce que les gens finalement ne te connaissent pas. Bon, c'est vrai, tu es patient, mais tu ne tolères pas les injustices. Et paraît-il, comme tu me l'as dit, tu peux être extrêmement violent, voire incontrôlable.
Très jeune à Paris, tu étais bagarreur et il ne fallait surtout pas te mettre en colère. Mais à Brie, tu me rassures, tu n'as jamais eu l'occasion de te mettre en colère ou de te bagarrer. Tu m'as dit qu'à Brie, c'était formidable. Tu as pourtant hésité pour revenir en Corrèze. Mais là, à Brie, ta vie était toute faite et comme tu me l'as dit, avec moi, vous êtes bien. Mon cher Jacques, heureusement qu'on est bien avec toi. Tu es tellement gentil, tu as toujours le sourire et tu es devenu une des figures de Brie. Tu es aimé et très apprécié de tous, par les jeunes et les moins jeunes. Tu es toujours prêt à rendre service. Tu es très présent dans les manifestations et les événements de la commune. Tu t'impliques encore dans l'association Brûloise-Culture et tu en es le président d'honneur. Tu es aussi impliqué dans l'association pour le souvenir des fusillés de la Braconne et tu es présent à toutes les cérémonies. Tu es tout simplement, mon cher Jacques, une belle personne qui mérite d'être rencontrée et qui aujourd'hui mérite de se voir attribuer le grade de chevalier de la Légion d'honneur pour toute cette vie bien remplie. Mais surtout, parce que tu t'es engagé très jeune dans la résistance pour la libération de Paris, puis comme engagé volontaire en 1944 à 16 ans au sein des forces françaises libres. Et tu as même reçu une citation à l'ordre du régiment du groupe des commandos d'Afrique. Je lis cette citation. Jeune engagé d'un cran exemplaire, a capturé un franc-tireur le 27 avril 1945 à Prague dans la forêt noire, alors que celui-ci tirait sur des officiers de son commando. Cette citation lui a valu l'attribution de la Croix de guerre avec étoile de bronze le 5 juin 1945. Voilà toutes les raisons de cette distinction qui t'est remise aujourd'hui, et là je pense qu'il n'y a plus de doute, elle est très largement méritée, et nous te félicitons toutes et tous pour cette vie exemplaire, faite de courage, de générosité, de dévouement, de passion, d'amour, de simplicité et de gentillesse. Mon cher Jacques, nous te remercions pour tous ces engagements au service de notre pays. Maintenant, je vais laisser la place au colonel Michel Godillère, chef de corps par suppléance du 515e régiment du train de la Braconne, qui est également chevalier de la Légion d'honneur et officier de l'Ordre national du mérite. Il a donc toute légitimité et surtout il est mandaté au titre du président de la République pour te remettre cette distinction exceptionnelle et d'une grande rareté que tu as amplement méritée. Nous sommes tous très heureux de partager ce moment avec toi et d'être réunis autour de toi pour cette haute distinction qui atteste de la reconnaissance de l'État pour l'œuvre de ta vie. Mon cher Jacques, nous t'embrassons toutes et tous bien fort. Il me dit, maintenant il a de quoi se mettre en colère à Brie avec tout ce que j'ai dit. Je vous avais dit que c'était un petit taquin. Hein.